You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there. Bienvenue à toutes et à tous sur le plateau des ondes clandestines. Aujourd'hui, émission toute particulière consacrée à la preuve. Et oui, en effet, comment la question d'aujourd'hui, la problématique de ce jour, c'est comment quelqu'un qui a menti peut nous faire avaler sa deuxième version. Voilà, c'est le programme en fait de ce jour, servi par Jean-François Carracci au micro des ondes clandestines. Écoutons-le. Ce que j'aime particulièrement dans la lettre de témoignage ultime de Claude Guéant, c'est que on doit prendre au sérieux cette lettre, alors qu'elle ne peut être que l'ultime mensonge d'un homme qui a menti une grande partie de sa vie pour servir les intérêts de son maître, l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy. Quand Claude Guéant atteste de choses aujourd'hui, alors que pendant 20 ans, il a attesté de totalement le contraire, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on y croit? Et pourquoi est-ce que ce témoignage, cette preuve, aurait d'un coup de l'importance? Pourquoi est-ce que, en première instance, Claude Guéant ne s'est pas déjà senti méprisé par Sarkozy? Parce que Sarkozy ne l'avait pas encore trahi. Parce que Sarkozy et ses avocats ont fait le calcul que Claude Guéant, à 80 ans, n'irait pas en prison. Donc si Claude Guéant finissait par encore une fois être condamné à prison ferme, il ne la ferait pas. Mais par contre, Nicolas Sarkozy éviterait de retourner en prison. Tout ça, c'est du calcul judiciaire extrêmement intéressant. Parce que c'est comme ça que réfléchissent les grandes affaires. Moi, quand j'ai eu entre les mains des tests ADN suisses, j'étais pas vraiment certain que ça soit de vrais documents, parce que je n'avais pas forcément confiance en Jacques Loher, parce que je n'avais pas confiance en sa femme, Daniela Loher, née roumaine. Et d'ailleurs, j'ai bien fait, puisqu'il était prévu qu'elle soit témoin de notre mariage au nom de la Suisse, puisqu'elle avait fourni le passeport diplomatique suisse dont elle était détentrice, à la mairie de Bonnel, dans les Yvelines, et finalement, elle a prétexté un empêchement familial qui ne pouvait pas lui permettre d'être au mariage. Donc j'ai bien fait de ne pas faire confiance à cette femme, et donc j'ai bien fait de ne pas rendre public ces tests ADN qui de toute façon n'étaient pas publics, puisque c'est la sûreté suisse qui les avait faits, parce qu'ils voulaient savoir si les nombreuses rumeurs depuis longtemps sur Michel de Roumanie à Aubonne étaient vraies ou pas. Est-ce que il baisait vraiment ses filles comme certains le pensaient, comme par exemple la princesse Françoise de Bagration-Bourbon, princesse du Portugal, l'avait affirmé à Bénigne Carracci-Bocquet au téléphone il y a maintenant presque 8 ans. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est quoi? C'est que moi, j'ai déployé une stratégie qui était celle de vouloir faire en sorte, depuis 15 ans, que mes ennemis fournissent les preuves du contraire de ce que je pouvais affirmer. Simplement, je ne savais pas au même moment que j'avais été condamné pour de l'argent que je n'avais jamais volé. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que Libération, l'Express non, a toujours écrit des choses positives sur moi. Mais Libération, le Parisien, l'Indépendant du Pas-de-Calais, fortement poussé par une personne qui a traversé la vie de mon épouse, eh bien, a eu besoin de m'égratigner, de se moquer de moi. Mais s'il n'y avait pas eu cette histoire de Bois d'Arcy dont j'étais pas au courant, puisque je n'ai pas été à ce procès, puisque j'ignorais qu'il avait lieu, puisque les seules choses que j'avais faites, c'était 2 gardes à vue en 2006, où j'avais clairement expliqué que j'avais eu l'autorisation de gérer l'argent de Charles Moraguès. D'ailleurs, Charles Moraguès avait été entendu en 2005 par la gendarmerie de, je crois me souvenir, de Sijan, puisque Saussan, dans l'Hérault, la gendarmerie qui intervenait à l'époque en 2004-2005, de souvenir, c'était Sijan, puis ça a été Saint-Jean-de-Védas.
Charles Morguès qui venait d'avoir d'ailleurs une crise cardiaque, une rupture d'anévrisme, justement avait dit oui. J'ai dit à François qu'il pouvait, au nom des intérêts de ma femme et de ma fille, faire les choses. Entre-temps, François Carracci et Jacques Martin ont réécrit la réalité, et ce que a dit Charles Morguès a disparu dans le néant. Entre-temps, cet homme est mort, et entre-temps, Jacques Martin et François Carracci ont fait ce qu'ils voulaient. Ce que je veux expliquer par rapport à ça, c'est quoi? C'est que dès l'instant où des tests ADN ont été faits, que l'Église orthodoxe roumaine m'a reconnu, que la Maison royale de France m'a reconnu, que le sénateur roumain Iotkoja m'a reconnu, etc., qu'un consul de Suède a attesté à Bénédicte Carracci-Bocquet il y a 3 ans au téléphone que oui, l'Église roumaine voulait de moi, Jean-François, et non pas de Paul ou de Nicolas, en effet, j'existais sur l'échiquier familial. Ce que je n'avais pas pris en compte, c'est que sur cet échiquier, il y avait cette condamnation que François Carracci avait réussi à obtenir devant la justice de Nîmes pour des faits qui avaient déjà en partie été décidés par Montpellier, où Montpellier ne m'avait mis qu'un rappel à la loi. En disant attention avec Jacques Barbe n'a pas fait la déclaration auprès du bâtonnier pour dire que vous feriez des choses ensemble dans le cadre d'une société civile de moyens, lui avocat, vous consultant, les professions n'étaient pas entremêlées, il n'y avait pas de problème. Mais Jacques Barbe, lui aussi, aura peur de François-Joseph Carracci, donc décidera de ne plus se souvenir de rien. Pas de problème, j'en veux pas à Jacques Barbe. La peur est une chose qui ne se contrôle pas. Et moi, je sais évaluer cela. Le courage, la mesure du courage ne se fait que par la peur. Quelqu'un qui n'a pas de peur n'a pas de courage, et quelqu'un qui n'a que du courage, il faut savoir pourquoi. Bon, pour résumer, c'est ça. C'est que dans ce qui est important dans une preuve, dans son témoin, c'est que c'est pris en considération, à tort ou à raison, suivant les circonstances, suivant si tel flic, tel juge, tel journaliste a envie d'y croire, a besoin d'y croire, ou ne veut pas du tout y croire. L'affaire Paul Bismuth, c'est ça, c'est Mediapart qui décide qu'en effet Nicolas Sarkozy fait des magouilles, dans le plus grand secret, aidé de Thierry Herzog. Le clan Sarkozy-Herzog décide de porter plainte pour l'utilisation d'écoutes téléphoniques, d'écoutes même de micros, portées dans un revers de veste, en disant que c'est illégal. Finalement, la Cour de cassation a dit non, puisque l'intérêt pénal prévaut sur l'intérêt particulier. Donc, Sarkozy s'est retrouvé condamné pour le contenu de ses écoutes, pour la valeur des contenus de ses écoutes. C'est ça, l'histoire. Moi, aujourd'hui, si quelqu'un règne à ma place en Roumanie ou ailleurs, mais j'ai pas de problème avec ça. Parfois, je le dis de façon très triviale et parfois de façon très calme, comme ce matin, parce que j'ai mes humeurs, comme vous tous. C'est normal. Il y a des jours où je suis plus heureux et des jours où je suis plus triste pour les raisons qui appartiennent à ma vie. Non pas que je sois instable émotionnellement, parce que justement, le nombre de consultations que la justice m'a obligé de faire auprès du docteur Bernardi et Bernard Sconi a pu démontrer à quel point j'étais stable, à quel point j'étais solide, à quel point je n'étais pas un danger ni pour les autres ni pour moi-même. Donc parfait. J'ai été heureux de savoir ça, et mes proches aussi. Et l'extérieur peut se rassurer. Personne n'est en danger de mort à cause de moi. Maurice Néra, qui a menti en créant des faux témoignages, n'est pas en danger à cause de moi. Stéphanie Maurice, qui pareil a menti pour Libération, pour Dorval Fond, n'est pas en danger à cause de moi. François Carracci, qui a fait n'importe quoi en tant que père adoptif complètement fou, n'est pas en danger à cause de moi. Non pas que je sois un faible, c'est que moi j'ai ma façon de respecter la vie et de construire ma vie. Tout simplement. Après, par contre, quand, par exemple, la journaliste Clara Donlach-Meek meurt, dans bien sûr des conditions tragiques, je rappelle la proposition malhonnête qu'elle m'a imposée avec son rédacteur en chef d'Intégral Production en 2015, en me faisant du chantage à l'article de presse en échange de 50 000 €. Je me réjouis de voir que mes ennemis tombent avant moi.
Donc, pour conclure ce podcast pour les zones clandestines, l'idée, c'est pas de toujours croire ou de ne pas croire tout ce qu'on voit, par exemple dans les grandes affaires judiciaires médiatisées. Ce qui est important pour la vie qu'on peut avoir de moi, c'est que je n'ai jamais essayé de produire des faux témoignages ou des fausses preuves pour avoir raison. À la différence de François Carracci, qui a pris un grand plaisir, un grand pied à me faire tomber sur un compromat, plusieurs compromates qu'il a pu faire, moi, je n'ai pas fait ça en retour. Déjà parce que je ne sais pas faire. Je n'ai pas l'intellect pour ça. Je m'en suis rendu compte à 45 ans dans une semaine. J'ai des capacités intellectuelles, mais qui ne sont pas celles de réfléchir du matin au soir à comment piéger les autres. La seule chose que je veux pouvoir, c'est réussir ma vie personnelle, professionnelle, sentimentale, sur les capacités réelles que j'ai. Et non pas réussir en faisant échouer l'autre. C'est pas mon truc, en fait. C'est tout, c'est comme ça, c'est pas dans ma nature. C'est comme je discutais avec Maurice Néra il y a quelques jours sur le fait que, comme j'étais un homme très pudique, malgré ce que certains aient pu croire, et un homme aussi timide, malgré aussi ce que la presse a pu écrire, je ne suis pas un m'as-tu-vu. Je ne suis pas quelqu'un qui fait le malin. Quand je parle fort, c'est parce que j'en ai gros sur le cœur, et aussi parce que je m'entends pas, parce que j'ai mes oreilles qui vieillissent mal, donc je n'entends pas bien, mais c'est comme ça. Et donc du coup, les sourds, ou presque sourds, parlent fort. C'est pas besoin d'être médecin pour le savoir. Donc l'idée, c'est ça. Moi, j'avais établi ma stratégie selon l'enseignement qui m'avait été transmis par Andréotti Berlusconi, en me disant, voilà, j'ai établi des preuves, il y a des témoins qui remontent d'eux-mêmes sans que je leur demande, et j'avance dans mon échiquier. Et sauf que sur cet échiquier, il y a un pion que je connaissais pas, c'est le jugement les humiliations que avait réussi à me faire François Carracci, puisqu'il a profité de mon deuil, de l'assassinat de mon fils par Roger Carzora, et bien pour jouer avec ma vie. Ok. Sa femme, Sandrine Bignoli, joue à la grande chef d'entreprise à Montpellier avec de l'argent qui est en grande partie à moi, dans le cadre de l'héritage que je dois toucher de François Carracci, mais aussi des actions que j'avais dans SCI Carracci et SCI Leland à l'époque, que je considère toujours comme les ayants, même s'il y a eu des faux encore, et des cessions de parts et des actes notariés inscrits sur Infogreffe. SCI Carracci, celle qui était gérée par François-Joseph Carracci, pas celle qui était gérée par Antoine Carracci, son frère, que sa veuve Rosine Carracci a récupérée. Mais bien celle où il y a le binôme diabolique, Sandrine Bignoli, François Carracci. Eh bien voilà, moi je fais ma part, j'avance, dans le cadre de mon travail au quotidien, je fais les choses nettes. Pour preuve, c'est qu'on a eu Maurice Néra, c'est moi. Aurélien Roy et moi, on a eu récemment un gardien de la paix qui a cru bon de venir nous renifler en croyant qu'il allait découvrir que nous faisions du trafic de secrets ou du trafic d'influence. Mais il a passé son chemin. Il a même eu la grossièreté et l'incompétence professionnelle de nous bloquer sur les réseaux sociaux. Ok, moi je n'y peux rien si cet homme qui travaille sur Orléans, dont je ne citerai pas le nom parce que je n'ai pas de raison de le diffamer et de jeter son nom en pâture, mais cet homme qui travaille pour le football club d'Orléans a cru bon venir jouer aux copains avec nous, mais il a été déçu parce que les zones clandestines, c'est une chose sérieuse, c'est un plaisir intellectuel et professionnel qui existe réellement, et nous ne faisons pas de trafic de secrets, de trafic d'informations, nous ne violons aucune confidentialité de quoi que ce soit. Si encore aujourd'hui les zones clandestines ont énormément de statistiques hautes sur LinkedIn, c'est parce que beaucoup de gens s'intéressent à tout ça. À cette façon qu'on a de réfléchir et qui fonctionne tout le temps. Donc voilà, fausse preuve, vraie preuve, c'est ce qui s'est passé quand Béni Carracci-Bocquet a écrit à la Cour de révision de la Cour de cassation en disant voilà, il y a un problème. En octobre 2019, Jean-François Carracci a été représenté devant le tribunal correctionnel de Versailles par un avocat
de Versailles qui, selon le témoignage d'Adel Kassem, eh bien, proposait des faux témoignages contre Jean-François Karachi. Donc, l'avocat commis d'office de Jean-François Karachi en octobre 2019 proposait dans le dos de Jean-François Karachi 20 000 euros, 40 000 euros pour des faux témoignages accablants contre François Karachi au profit d'une tierce personne qui avait besoin que ma tête roule dans le panier. Bénédicte Karachi-Bouquet a écrit formellement cela sur une lettre, a été entendu 4 fois en gendarmerie pour cela. 6 ans se sont écoulés, le parquet de Versailles n'a rien fait et le jugement d'octobre 2019 n'a pas été cassé par le procureur général et par la cour de révision, alors que en toute logique, je vous le dis, chers auditeurs, chers flics, juges, journalistes qui m'écoutaient, dès l'instant où l'avocat qui était censé représenter mes intérêts en octobre 2019 agissait contre moi, dans mon dos, selon les écoutes téléphoniques, les enregistrements téléphoniques d'Adel Kassem, son témoignage écrit, et également d'autres fadettes qui sont remontées à la surface, eh bien ce jugement ne valait rien. Le président du tribunal correctionnel de Versailles, selon moi, a parfaitement fait son travail honnêtement. Mais par contre, la pièce de théâtre qui a été jouée par mon avocat était biaisée. Donc mes intérêts de la défense étaient faussés. Donc je n'avais pas à être jugé en octobre 2019. Je l'affirme. Mais la cour de révision de la cour de cassation a dit « élément pas suffisant ». Ah bon. Des lettres signées de la main du témoin, des enregistrements téléphoniques, plus d'autres éléments, ce ne sont pas des éléments suffisants. D'accord, je ne suis pas flic, je ne suis pas juge, donc j'imagine que la Cour de cassation a dit vrai, ou pas. Parce que j'en reviens, je rembobine sur Claude Guéant. Est-ce que pourquoi aujourd'hui on croirait le témoignage de Claude Guéant contre Nicolas Sarkozy, qui finalement est une vengeance, une piqûre d'amour propre, peut-être même d'amour tout court, peut-être Claude Guéant était-il amoureux de Nicolas Sarkozy, c'est pour ça que pendant 30 ans il a fait n'importe quoi pour lui. Et aujourd'hui, à 80 ans, Claude Guéant se rend compte que Nicolas Sarkozy n'est pas l'homme fiable, le grand homme qu'il croyait qu'il était. Donc on a affaire à ce témoignage qui, très opportunément, va être pris en considération ou pas par le président de la Cour d'appel, qui décidera en son âme et conscience, en tant que magistrat, de ce qui est vrai et ce qui est faux dans toute cette histoire. Eh bien, c'est pareil sur le témoignage d'Adel Kassem. Ce que nous avons fait, Bénédicte et moi, c'est que nous avons payé Adel Kassem 3 000 euros pour pouvoir acheter la puce de téléphone dans laquelle étaient contenus les textos qu'Adel Kassem avait échangés avec l'avocat de la partie adverse et avec mon avocat de l'époque, en octobre 2019. Dans ces textos, cet avocat en question, écrivait qu'il voulait des faux témoins contre moi et qu'une tierce personne était prête à payer pour cela. Il y a les fadettes et tout ça, nous avons fourni le numéro de téléphone, etc. Les flics, les gendarmes, policiers, suffisait d'aller dans cette puce Leica mobile pour voir les fadettes, pour remonter tout ça. Nous ne savons pas ce qui s'est passé depuis, mais en tout cas, rien à mon avantage. Pourquoi ? Parce que ça voulait peut-être dire qu'en effet, il y avait bien un compromat. En effet, Jean-François Karachi était bien la victime d'un piège monté par François-Joseph Karachi, Jacques Martin et aussi un peu Margaret de Roumanie, qui voulait être reine et qui n'a pas pu être reine à cause de moi. Il y a l'opportunité, il y a les moyens, il y a tout ce que le code pénal suggère. Mais moi, je ne critique pas la justice dans cette affaire. Je respecte infiniment les juges et les flics, parce que ils ont fait avec les éléments qui étaient en leur possession. Et même si ces éléments-là fournis par la partie adverse étaient faux mais avaient l'air vrais, mais ils ont fait avec. Je ne peux pas dire qu'ils étaient nuls. À la différence de Maurice Néra, qui lui viré par toutes les nouvelles de Rambouillet et de Versailles pour avoir fait une fausse interview de Gérard Larcher, lui je le critique vertement parce que des textos et des mails de sa part montrent qu'il m'a menti et qu'il a menti aux auditeurs et aux spectateurs d'M6. Et que quand j'ai écrit à M6, à la direction juridique et à Nicolas de Taverneau, la direction juridique d'M6 m'a dit allez vous faire foutre. Et tous ces écrits-là existent. Et c'est pour ça que je réclame vengeance auprès d'M6 et Libération, parce qu'ils ont, eux, par contre, volontairement agi contre mes intérêts.
alors que la justice française a fait avec les faux documents et les faux témoins que François-Joseph Karachienko fournissait, et ces éléments avaient l'air vrais, avaient l'air authentiques. Et puis ça correspondait tellement à l'image que François Karachi avait vendue, que j'étais un fils de pute, que ça matchait parfaitement dans le profilage. Mais ne oublions pas, c'est que François Karachi a été très proche du renseignement italien pendant longtemps, son père et son grand-père en faisaient partie, donc il a lui aussi appliqué les méthodes qu'il connaissait parfaitement, qu'Andreotti et Berlusconi m'ont aussi transmis, sauf qu'Andreotti et Berlusconi m'ont appris à être honnête. Vous imaginez, Berlusconi m'a appris à être honnête. Parce que oui, Andreotti et Berlusconi étaient certes des personnages et des caractères très forts, mais ce n'était pas... ils n'avaient pas la personnalité toxique, noire et secrète qu'avait François-Joseph Karachi. La dialectique, la contradiction, la preuve, c'est ainsi que s'achève cet épisode des ondes clandestines. Au micro, Jean-François Karachi, ex-agent de renseignement italien sous Andreotti et Berlusconi. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt sur un prochain épisode de La Sécurité.